Aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages est le résultat d'une politique efficace que nous avons mise en place depuis des mois. Parce qu'après avoir laissé Gaza, les Palestiniens, dans l'horreur absolue, avoir le culot de venir se présenter devant le monde et dire que c'est grâce à lui qu'on a massacré les gens et que c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui ce massacre s'est arrêté, il faut vraiment être sénile ou avoir un culot de plomb. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors que je viens de vous faire une vidéo où je montrais l'une des dernières prises de parole de Joe Biden, où il commentait son bilan, et déjà qu'il était en train de dire n'importe quoi en commentant son bilan, en se congratulant comme s'il avait réussi de faire quelque chose de merveilleux avec les États-Unis. Alors nous savons que son bilan est juste catastrophique, indéfendable, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est venu commenter la libération des otages israéliens, les 3 otages qui ont été libérés hier ou ce matin. Son commentaire est juste catastrophique. Commentez, likez, partagez pour me soutenir la chaîne et analysons ce commentaire. 470 jours après, 4 femmes seront libérées dans 7 jours et il y en aura d'autres qui seront libérées une semaine plus tard, y compris 2 citoyens américains lors de la première phase. Nous prions pour eux et pour leurs familles et espérons que leur récupération ne sera pas trop longue. Au bout de 60 jours, il y aura la deuxième phase qui implique la libération de soldats israéliens et une trêve permanente sans le pouvoir de Hamas. Des centaines de camions sont à Gaza alors même que je parle et l'aide. Il dit il y aura une libération sans le pouvoir du Hamas. Je vais juste vous montrer à quel point ce monsieur est juste une catastrophe pour les États-Unis. D'accord? Ça, c'est la libération des 3 otages. Regardez comment ça s'est fait. Par qui elle a été libérée? Par qui elles ont été libérées et comment on les a libérées. Regardez tout autour. Qui voit-on? Ils sont cagoulés, ils ont un bandeau vert. Oui. Voilà. Juste pour vous dire, ou pour que la réalité saute aux yeux de tout le monde, quand Netanyahou et Joe Biden croyaient avoir mis à mal le Hamas et que le Hamas n'existait plus. Regardez, c'est qui orchestre la libération des otages. C'est le Hamas. Et nous reviendrons sur cette émission de Pascal Pro parce qu'il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans la manière dont ils interprètent ces événements. Pour les civils, apportant l'aide pour les civils qui ont beaucoup souffert également suite à l'attaque commencée par le Hamas en octobre 2023. Aujourd'hui, seuls, nous pensons qu'il y aura 700 camions qui vont entrer dans la bande de Gaza au moment même où je suis en train de vous parler. Et après tant de destruction et de douleur et de pertes, aujourd'hui, les fusils se sont tus à Gaza. C'était l'accord qui avait été proposé le 21 mai. Et que j'avais largement approuvé et qui avait été approuvé, y compris par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a eu une coordination mise en place. Si l'accord avait été proposé le 21 mai, approuvé par les Américains et par les Nations Unies, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence entre cet accord maintenant et au mois de mai? Quel est le changement majeur qu'il y a eu entre ces 2 dates, entre ces 2 moments? C'est sur ça qu'il ne revient pas. Et plus il va parler, plus ça va être catastrophique. Place avec l'Égypte et Israël. J'ai travaillé pendant des décennies en politique étrangère et c'est là une des négociations les plus dures auxquelles j'ai participé. Et vous, ceux qui ont suivi cette négociation le verront et comprendront que cela n'a pas été facile du tout. Mais nous sommes arrivés à un point aujourd'hui, en raison de la pression mise par Israël sur le Hamas, soutenue par les États-Unis. Regardez à qui il attribue le succès de ces cessez-le-feu. Il attribue le succès de ce cessez-le-feu à la pression mise par Israël sur le Hamas grâce au soutien des Américains.
ou si on devait remettre les choses dans leur contexte, il devrait dire c'est grâce au soutien américain à Israël que Israël a pu mettre la pression au Hamas. Parce que ce n'est pas l'armée israélienne qui aurait battu le Hamas. Si cela aurait été vrai, ça serait l'armement américain qui aurait anéanti le Hamas. Parce que la plupart des combats qui se sont déroulés à Gaza n'ont pas été des combats terrestres. On a juste rasé la ville. On a juste rasé les immeubles. On a juste bombardé des innocents. Vous vous souvenez encore, pour viser 2 personnes dans un camp, ils avaient causé plus de 80 morts. Je vous propose de regarder une vidéo qui a assez peu circulé et qui donne une idée de la force de la frappe qui a eu lieu sur le quartier de la région d'El Mawassi dans le sud. Vous voyez ce cratère énorme, c'est une bombe énorme. Je parle très régulièrement à des opérateurs humanitaires sur place, pas uniquement des gens qui sont impliqués, pas des Gazaouis, des gens de la Croix-Rouge internationale. Personne n'a jamais vu une telle disproportion, une bombe aussi géante sur un endroit qui est un sanctuaire de civils humains. Il y a 1,9 million de déplacés à Gaza, d'un endroit qui était désigné par l'armée israélienne comme une enclave humanitaire. Ce bombardement pour tuer 1 ou 2 chefs militaires du Hamas qui n'a pas été confirmé. Donc cette disproportion est énorme, et les chiffres aussi, qui fait état de 21 000 enfants. Des enfants sont des collatéraux par essence. 21 000 enfants disparus, 15 à 25 000 mineurs qui sont d'ores et déjà orphelins. Les chiffres sont absolument effrayants. Et pour finir sur ces chiffres, on sait déjà qu'il y a eu plus de morts à Gaza, de mineurs tués à Gaza depuis octobre dernier que dans 4 ans de tous les conflits du monde. Tout cela est assez effarant. Parfois, plus de mineurs tués à Gaza depuis l'offensive qu'il y a eu de mineurs morts dans des conflits sur 4 ans. Donc ça veut dire que ce que fait la Russie en Ukraine et qu'on nous rabâche les oreilles tous les jours, c'est du pipi de chat à côté. Et ça, c'était grâce aux bombes de qui? Et surtout, vous voyez ici à quel point les ridicules ne tuent pas. Même au dernier moment, ces gens-là ne peuvent s'empêcher de se couvrir de ridicule tellement ils n'aiment pas Trump. Ils refusent de reconnaître l'apport capital de Trump dans ce qui se passe maintenant, dans la libération des otages, dans le fait que Netanyahou ne peut pas revenir en arrière sur cet accord. Et pour preuve, regardez quand il parle de la possibilité de revenir sur cet accord, comment il donne ou il jette des fleurs à Donald Trump, comparé à quand il parlait des Occidentaux, quand il disait que les Occidentaux veulent nous imposer des choses, on s'en fout, on fera ce qu'on veut. Regardez comment il plie les genoux quand il s'agit de Donald Trump. Regardez. Netanyahou, quand il pensait que le Hamas n'allait pas tenir parole et qu'il voulait faire croire qu'il a le droit de recommencer. Mais écoutez bien son langage et j'essaierai de retrouver dans mes anciennes vidéos, au moment où il parlait des accords du Liban, ou alors quand il parlait des choses que les Occidentaux voulaient lui imposer à l'époque, quand Donald Trump n'était pas là. Écoutez-le. Écoutez. Même le président Trump et le président Biden nous ont donné un accord total pour qu'Israël puisse retourner à la guerre, revenir à la guerre. Si cet accord n'aboutit pas, Il a commencé par quel président? Même le président Trump, pas le président Biden, même le président Trump. Très reconnaissant pour cela. Je suis très reconnaissant de la décision du président Trump de lever tous les problèmes pour livrer les armes nécessaires à l'État d'Israël. Et regardez bien ici comment ils essayent de faire en sorte que ce soit Trump qui devienne le complice d'Israël comparé à leur complice originel qui a été Joe Biden et qui a contribué à ce massacre. Il est reconnaissant envers Trump de donner son accord qu'il fournira tous les armes nécessaires à Israël. Comme si Joe Biden n'a pas fourni tous les armes nécessaires à Israël pour faire ce qu'il a fait. S'il faudra revenir à la guerre, nous le ferons par des nouvelles voies, nous le ferons avec une puissance très importante. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce discours. Nous le ferons par des nouvelles voies. Pour l'instant, cette guerre n'a été menée que par des voies militaires et par les pires voies militaires. Alors,
Quelle est donc cette nouvelle voie par laquelle ils vont revenir à ce conflit avec Donald Trump? Et donc là, vous vous rendez compte que là, il ne s'adresse pas aux Occidentaux. Il essaye de faire croire qu'il est encore au contrôle. Il essaye de faire croire encore qu'il a encore les faveurs de Washington, de la Maison-Blanche. Alors que nous savons qu'on le lui a déjà rappelé avec le tweet de Jeffrey Sachs que le soutien inconditionnel dont il bénéficiait avant et qu'il pouvait se foutre que les Américains le punissent ou pas, n'est plus. Et comme on va l'attendre plus tard ici, sur pourquoi il se retrouve quasiment désarmé, en incapacité de faire le malin, se torser devant cet accord. Est-ce que ces derniers ajustements à la dernière minute, si je puis dire, sont normaux dans ce type d'accord? Je crois que M. Netanyahou s'adresse surtout à sa majorité parlementaire et à l'extrême droite qui le soutient, parce qu'aujourd'hui, il donne le sentiment, finalement, d'avoir dû tout céder à Donald Trump, qui lui a fait tordre le bras par son envoyé spécial Steve Witkoff. Regardez justement ce qu'il dit, Donald Trump. Pour lui, il a réussi un tour de force. Il dit si nous n'avions pas été impliqués dans cet accord, celui-ci n'aurait jamais eu lieu. Il a dit ça dans un podcast récemment. Alors, il a forcé la main, très clairement. Mais est-ce que ça a vraiment réussi, Gilles Kepel, selon votre analyse? Alors oui, parce que on entre dans une nouvelle ère, si ça marche, à savoir que c'est les États-Unis qui vont décider, imposer la fin de la belligérance et qui veulent ensuite recréer une sorte d'accord d'Abraham XXL. Voilà. Cette personne, je pense que c'est un Libanais, ou en tout cas c'est une personne qui s'y connaît au Moyen-Orient, qui vient ici vous dire, et la plupart des gens qui suivent cette actualité de près vous disent que cet accord n'est rendu possible que parce que Donald Trump a très clairement fait comprendre à Netanyahou et à Israël que si jamais ces massacres devaient continuer au moment où il devenait président, ça ne serait pas aux dépens du Hamas comme ils veulent tous nous le faire croire pour garder la face. Non, parce que le Hamas, ils étaient déjà acculés. Il n'y a rien qu'on peut faire de plus que Netanyahou et son gouvernement n'aient pas fait. On parle de bombardements jusqu'à des exécutions d'enfants. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour contraindre le Hamas. Mais par contre, que les Israéliens, que les soldats israéliens soient obligés maintenant d'affronter le Hamas sans tout l'appui militaire donné par les Américains, parce que je rappelle ici, dans ce conflit, il y a un record de l'aide militaire américaine, aussi bien en armes qu'en argent, pour Israël. Dans ce petit conflit de 470 jours, il y a eu plus de morts que dans tous les autres conflits, et il y a eu le maximum d'argent qu'Israël ait jamais touché jusqu'à ici. Et cette information est donnée ici. Il y a aussi plus d'1 an de conflit à Gaza, où les États-Unis sont impliqués à plus d'un titre. En parallèle de la recherche d'un cessez-le-feu, ils ont ainsi dépensé 17 milliards de dollars pour des opérations militaires israéliennes meurtrières. 17.9 billion of that was security assistance for Israeli military operations in Gaza and elsewhere since October 7th, and that was substantially more than in any other year since the US began granting military aid to Israel in 1959. Et c'est plus du tiers de ce qu'ils ont donné à l'Ukraine. Ils ont donné un total de 44 milliards à l'Ukraine sur 3 ans. Et pour Israël, pour 15 mois, Israël a eu droit au tiers de ce que l'Ukraine a reçu. Alors que Israël se bat contre des gens armés de cailloux, des gens qui n'ont pas d'aviation, des gens qui n'ont pas de chars, des gens qui n'ont pas d'infanterie et de tout ça. Mais ils ont reçu le tiers de budget qu'on a donné à l'Ukraine pour massacrer des gens. Et malgré ça, on voit que le Hamas est toujours vivant et que c'est le Hamas qui est en train d'orchestrer la libération des otages. Mais malgré tout, Joe Biden vient vous dire que tout ceci est rendu possible grâce à lui. Écoutons-le s'enfoncer dans ce qui est sans doute ou qui restera sans doute le pire de ses discours, ce qui montre que l'état mental de Joe Biden n'a jamais été ce qu'on nous a fait croire et que probablement ce n'est pas lui
qui a piloté l'administration américaine depuis tout ce temps. Ou en tout cas, il n'était pas seul. Nous avons travaillé sur le plan diplomatique sans relâche. J'ai entendu de nombreuses personnes en parler, mais j'ai conclu qu'une interdiction ne nous aurait pas permis d'arriver à ce cessez-le-feu auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Et cela aurait pu mettre en place une guerre à plus grande échelle dans la région, ce que beaucoup craignaient. Maintenant, cette région est fondamentalement transformée. Le leadership du Hamas qui date de... Cette région est fondamentalement transformée. Ah ben ça, c'est sûr. Avec ce qu'Israël, grâce à toute l'aide militaire que vous lui avez fournie, a fait à Gaza, au Liban, en Syrie, c'est sûr que la zone est transformée. Depuis de longues années est enfin terminée. Le Hamas a été mis à mal par Israël, soutenu par les États-Unis, et les soutiens du Hamas ont également été très affaiblis sur le terrain. Et alors même que nous travaillions pour des solutions diplomatiques au Liban, nous avons apporté une aide pour soutenir la campagne d'Israël contre le Hamas. Et tous ces efforts ont permis donc d'arriver. Moi, quand je vois le discours de ce monsieur, ce que je vois, c'est que ce n'est pas Israël qui a fait tout ça. C'est que Netanyahou était libre de faire tout ça, était libre de casser, de ne pas respecter les cessez-le-feu, parce qu'il avait un intérêt commun avec Biden, s'attaquer au Liban et en Syrie, parce que cela lui permettait de faire ce qu'il voulait à Gaza. Ou alors on l'a laissé faire ce qu'il voulait à Gaza parce qu'il avait promis qu'il mettrait en exécution ces attaques-là contre le Liban et contre la Syrie. Parce que souvenez-vous, dès que la situation se calme un peu militairement pour Israël à Gaza, il s'attaque au Liban. Dès qu'il signe le cessez-le-feu au Liban, le lendemain, des gens avec des méthodes de l'Ukraine, à Koursk, attaquent en Syrie. À la situation actuelle le long des frontières avec Israël et le Liban. Et donc ceci a été un grand succès, à tel point que à fin novembre, les États-Unis avaient donc mis en place un cessez-le-feu avec le Liban, ce que le Hezbollah disait qu'il n'accepterait jamais. Et ils ont abandonné le Hamas. Et aujourd'hui, au Liban, il y a enfin un nouveau Premier ministre. Ce monsieur est totalement lobotomisé. Il a oublié même juste la chronologie des événements. S'ils ont pu exécuter Nasrallah, c'est parce que Nasrallah avait donné son accord pour un cessez-le-feu avec Israël. Et dans ce cessez-le-feu, il disait qu'il était conditionné à ce qu'il y ait un cessez-le-feu, je crois, à Gaza. Si je ne m'abuse, à moins que je me trompe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas nécessaire de faire ce qu'ils ont fait au Liban, puisque un jour avant que Nasrallah ne soit exécuté, ils avaient négocié avec Nasrallah, et comme pour y nier, malgré l'accord de Nasrallah, ils ont exécuté Nasrallah, et après ils se sont mis à bombarder tout le Liban. Il serait un premier président, tous les deux soutenant un Liban souverain sans le leadership du Hezbollah. Et le régime saoudien également nous soutient. L'Iran est dans une position la plus faible depuis plusieurs dizaines d'années et nous avons soutenu la réponse d'Israël contre l'Iran. Regardez la région, le Liban a la possibilité de... Nous avons soutenu la réponse d'Israël contre le Liban. Nous savons que cette réponse a été négociée. Souvenez-vous du temps long que a mis Israël à riposter contre le Liban. Pourquoi ils ont mis un temps aussi long pour riposter contre le Liban? Parce que la démonstration du Liban avait montré que même les Américains n'avaient pas suffisamment de moyens pour protéger Israël en cas de réelle attaque de l'Iran contre Israël. Les missiles balistiques iraniennes qui étaient même pas chargés ont montré la fin du mythe du dôme de fer, la fin de l'invincibilité israélienne.
Et donc, soi-disant le mythe que Israël aurait affaibli l'Iran, non. On sait que tout ça a été négocié, mais dans l'autre sens, puisque la première fois, c'était les Iraniens qui avaient négocié avec les Américains pour que leur réponse permette à Israël de montrer qu'il était fort. La deuxième fois, les Iraniens ont juste pris la peine de prévenir avant pour démontrer qu'ils étaient les plus forts et qu'il fallait trouver un mano à mano pour que la réponse israélienne ne donne pas suite à une escalade de l'Iran. D'être libre maintenant du Hezbollah et la Syrie a un avenir sans Bachar al-Assad. Pour la population palestinienne, c'est un chemin extraordinaire qui s'ouvre en tant qu'État pour une normalisation à l'avenir et l'intégration d'Israël avec tous ses voisins, y compris l'Arabie saoudite. Nous avons connu des... C'est un chemin extraordinaire qui s'ouvre pour la Palestine. Alors que Gaza est rasé, et que la Cisjordanie est en proie aux colons israéliens. Il pense que la situation est réglée. Ce monsieur, il est venu perdre tout le peu de crédit qui lui restait à lui et à son administration avec cette allocution. Journée très difficile, et avec des retours en arrière, des reculs, mais nous n'avons jamais abandonné. Grâce à mon équipe, notamment Brett McCurk, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui a passé des semaines et des semaines à négocier jusqu'à ce que nous en arrivions à cet accord. Aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages est le résultat d'une politique efficace que nous avons mise en place depuis des mois et qui a évité une... Il a dit, ce cessez-le-feu est le résultat d'une politique efficace que nous avons mis en place depuis 2 mois. Même pas besoin de commenter. Juste, c'est ça qu'il a dit. Il a osé. Une guerre plus importante au Moyen-Orient, ce que beaucoup craignaient. Et notre administration nous a permis de mettre cela en place. Notre équipe a travaillé avec l'équipe à venir et nous avons œuvré comme une seule voix et nous allons continuer à apporter nos soutiens à nos amis dans la région et notre croyance en la diplomatie. Regardons les nouvelles de Gaza aujourd'hui et rappelons-nous également toutes les victimes de cette guerre. Nous comprenons que la paix doit toujours être ce que nous devons viser. Merci à tous de nous avoir écoutés, que Dieu nous protège et nous permette d'aller de l'avant avec cette trêve qui doit être mise en place. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir prendre de questions parce que j'ai toute une congrégation qui m'attend en bas et je suis sûre que nous aurons la possibilité de parler plus tard. Voilà. La démonstration que ce monsieur est sénile et qu'il était temps pour lui de partir. Parce qu'après avoir laissé Gaza, les Palestiniens, dans l'horreur absolue, avoir le culot de venir se présenter devant le monde et dire que c'est grâce à lui qu'on a massacré les gens et que c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui ce massacre s'est arrêté, il faut vraiment être sénile ou avoir un culot de plomb. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.